Paris se regarde briller dans le miroir glacé de la Seine tranquille. Paris se regarde grandir dans les yeux d'un enfant, dans son premier sourire. Paris regarde s'éveiller ces maisons qui saluent au matin une à une. Paris se regarde flâner dans le monde inventé par le cœur des poètes. À la ville comme à la Seine, Paris s'habille de poèmes. Ah, tu parles d'un 14 juillet, dès qu'il rapplique dans les rues de Paname, les Tuileries où se promènent nos rois deviennent alors le rendez-vous de Paname. Et la Seine voit ça du creux de son lit. La gare d'Orsay déjà sourit et croit, parce que sa grosse horloge, toujours aux premières loges, voit passer le joyeux défilé de tout le populo qui vient pour s'amuser en auto, en vélo ou à pied. On ne saura jamais si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que naquit l'air de Paris. On ne saura jamais si le même jour l'amour vit le jour avec lui dans l'île Saint-Louis. On ne saura jamais si l'air de Paris porte en lui tout l'amour du monde entier. Puisqu'il nous l'a donné, à quoi bon chercher? Francis Lemarque est un poète, c'est un poète populaire et son œuvre, c'est de la poésie populaire. C'est le poète de Paris. Alors Paris, pourquoi? Parce que c'est celui qui a le mieux chanté Paris ou écrit sur Paris. Il est certainement l'auteur-compositeur ayant le plus incorporé la ville de Paris dans ses chansons. Le meilleur de mon inspiration, ça a été tout à coup de parler de beaucoup de choses qui se passaient dans Paris et quelquefois de prendre Paris comme sujet principal. Voilà, c'est quelquefois tout simple, c'est une magie que j'arrive pas encore à démonter, mais c'est une magie qui m'a donné des ailes. Paris, pour lui, on sent que c'est tellement important, c'est-à-dire que Paris a une âme. Paris, c'est quand même toutes ces chansons qu'il a écrites, l'air de Paris, à Paris. Et le temps que tu vis, toutes tes rues ont écrit leur roman. Roman d'amour qui se noue, se dénoue et qui meurt doucement. On s'est battu dans tes murs, chacun de tes pavés a servi à défendre la liberté qui s'était réfugiée dans Paris. Il a eu un ulcère à l'estomac. Et son médecin lui a dit, si tu veux vivre en bonne santé, il faut que tu ailles à la campagne ou quelque part loin de la ville. Alors donc, on est venu s'installer à la Varenne. Mais c'est vrai que Paris, pour lui, c'était tout. Certains jours, il partait pour toute la journée. Il partait à pied. Il allait à Paris à pied et il se promenait dans Paris toute la journée et il rentrait que le soir. C'était important pour lui. Ça a été sa muse. Je suis baladé dans Paris, ça a été vraiment mon jardin. Je n'avais que mes jambes pour me porter et c'est la meilleure façon de découvrir Paris. C'est un peu comme ça que j'ai découvert cette ville merveilleuse. Surtout les quartiers populaires. Écoutez la balade d'un bon vieux Parisien, toujours dans la panade, heureux de son destin. C'est encore un poète, un de ceux que l'on ne connaît pas. Il entend la balade de la pluie de Paris qui donne son aubade au-dessus des toits gris. Au fil de l'eau tranquille, il regarde voguer. La chanson qu'il préférait, c'était à Paris. C'est vraiment celle-là. Quand il a écrit à Paris, il y avait 40 strophes. Il en a gardé que quelques-unes, mais il y avait 40 strophes. Il a trouvé
à dire des choses sur Paris, vraiment très belles. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits les girouettes tournent et font les coquettes, avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil. Quand il a créé cette chanson, il l'a présentée à Yves Montand. Il écrivait des chansons pour Yves Montand à l'époque. Et Montand lui dit oh, ta chanson, elle est bizarre. Elle monte haut, elle descend bas. Elle n'est pas carrée. Puis encore une chanson sur Paris. Montand le refuse la chanson. Donc Francis repart avec sa chanson sous le bras. À l'époque, il y avait plus d'interprètes que de compositeurs, donc pour lui, ça a été très facile de trouver quelqu'un qui voulait la chanson. Il a été frappé à la porte d'Édith Piaf, et Édith Piaf, ayant du nez, prend la chanson, la met à son répertoire. Et Montand, qui entend parler de ça, rappelle Francis 2 semaines plus tard et lui dit « Dis donc, tu pourrais me rejouer la chanson que tu m'as chantée il y a 2 semaines ?» Mon père lui rejoue. Et il lui dit « Dis donc, elle est bien cette chanson, elle est belle. J'aurais dû la prendre. » Et mon père lui dit « Oui, mais Piaf l'a prise à son répertoire. » Donc, Montand décroche son téléphone, appelle Piaf, lui fait un énorme numéro de charme, et au terme de la conversation, il récupère la chanson, il la met à son répertoire, et voilà. Et c'est devenu le succès qu'on connaît. Et voici maintenant, pour terminer, une chanson de Francis Lemarque, une chanson que j'aime beaucoup, que vous connaissez, je crois, et qui a pour titre « À Paris ». À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits les girouettes tournent et font les coquettes, avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Je suis né dans un quartier qu'on peut appeler Paname. C'est le 11e arrondissement. On peut dire que c'est Paname dans Paris. C'est la Bastille, la rue de Lappe. Je suis né rue de Lappe, d'ailleurs. Mais dites-moi, alors il n'y a pas de plaque encore ici? Il y a le numéro 51. C'est ça. Et alors la plaque, c'est pour quand? Oh, j'en sais rien. Ça, alors pas... il sera marqué ici le 25 novembre 1917. Naki. Corbe Nathan, qui est devenu un auteur de chansons. Ah, vous mettrez auteur de chansons. Faudra, pour que les gens sachent qui est Francis Lemarque, si on doit le faire. Rue de Lappe, autant. Pour moi, je ne changerai pas mon enfance contre une autre. J'ai le souvenir d'une enfance qui baignait dans la musique, non pas chez nous, mais dans mon environnement. La rue de Lappe, c'était un éternel refrain de valse-musette qui, d'un bout à l'autre de la rue, tournait rond. Place de la Bastille, il y avait des petits cafés avec des terrasses ouvertes au public et 3 musiciens dans chacun de ces cafés. Rue de Lappe, c'était charmant. Rue de Lappe, mais plus proche. Alors le soir, tous les bals-musettes recevaient tous les mauvais garçons qui descendaient des fortifs et qui avaient leurs beaux uniformes de poisse, des uniformes d'apache. C'était la petite casquette octogonale dont les angles étaient bien marqués, qu'ils portaient vraiment bien de côté sur leurs cheveux bien gominés. Ils avaient de belles rouflaquettes. Et puis ils avaient des souliers pointus, des pantalons à pont, la taille montait vraiment au-dessus de la poitrine. Il y avait 2 petites poches pour mettre ses mains dedans. Et les filles étaient des petites gigolettes ravissantes qui avaient les cheveux coupés à la garçonne, qui portaient un petit foulard et des jupes plissées très courtes. Sur leurs cheveux gominés, avec de belles rouflaquettes qui descendaient jusqu'au nez.
rue de Lappe, c'était charmant. Rue de Lappe, mais plus prudent. Rue de Lappe, pour les enfants. Eh bien, nous y voilà. Nous sommes devant la plaque de Francis Lemarque, au 51 rue de Lappe, chère à Francis, qui a écrit d'ailleurs une chanson, Rue de Lappe. Francis Lemarque, fils de Rose et Joseph Corbe, auteur, compositeur, interprète et surtout, bien sûr, poète de Paris, puisqu'il est, nous le savons, celui qui a le plus écrit et chanté la capitale française. Quand j'avais 10 ans, je chantais déjà dans les rues. J'avais la chance d'avoir appris des tas de refrains qui s'échappaient d'un petit bal musette qui était juste sous notre fenêtre, le bal des 3 colonnes. Et je connaissais peut-être 300 ou 400 chansons par cœur. Et puis j'avais vu des chanteurs des rues à qui on lançait des sous. Et je m'étais dit, mais plutôt que d'aller à l'école, ce serait pas mal de faire ça. Alors, à l'insu de mes parents, j'allais chanter dans les rues. Ça répondait sans doute à un besoin de ce petit garçon qui n'avait rien, parce que ses parents lui donnaient rien, et parce qu'ils ne pouvaient pas lui donner quoi que ce soit, parce qu'ils n'avaient rien eux-mêmes. Mais je ne pense pas que ça corresponde à une philosophie de vie, en tous les cas. Mon père, avant la guerre, avait un groupe musical avec son frère, Maurice, et un ami à lui qui s'appelait Kléber. Le chanteur, c'était Kléber. Le rimeur, c'était mon frère. Et le siffleur, c'était ma pomme. On n'était pas encore des hommes. 3 petits gamins, mon frère, Kléber et moi. Quand venait le 14 juillet, on était toujours fin prêt à balancer la chanson tendre. Toute la rue venait nous entendre et applaudir mon frère Kléber et moi. Mon grand succès à l'époque, c'était le Charleston. Vous dansiez? Non, je chantais. Attendez, que je m'appelle. La femme que j'ai dégotée, c'est peut-être pas une beauté, mais ce qui me plaît, c'est son autorité. C'est elle qui commande, c'est elle qui marchande. Les jeunes s'élancent en chantant, bientôt une nouvelle jeunesse viendra au-devant de nos rangs. Avec mon frère, nous faisions du théâtre amateur dans un groupe théâtral dans le 11e arrondissement qui s'appelait le groupe Mars, qui était dirigé par un comédien professionnel qui s'appelait Sylvain Etkin. Jacques Prévert dirigeait un groupe qui s'appelait le groupe Octobre. Et un jour, on s'est rencontrés au cours d'une fête où chacun de ces groupes donnait une représentation. Et Prévert nous a trouvés sympathiques, nous a donné des chansons. Le groupe Octobre, Prévert, 1932-1936, finalement, tous les gens qui, comment dirais-je, qui ont envie d'un monde juste, pensent probablement, ils se sont lourdement trompés, que c'est à travers le communisme qu'on arrivera à ce résultat. Mais au moins, ils avaient des aspirations. C'était pas un monde individualiste, on pensait aux autres. Quand on voit, comment dirais-je, le théâtre d'agit-prop pour lequel Jacques Prévert écrit en 1936, Citroën. Citroën, c'est le nom d'un petit homme. Un petit homme avec des chiffres dans la tête. Un petit homme avec un drôle de regard derrière son lorgnon. Le voilà qui se promène, qui prend l'air. À Paris aussi, il prend l'air. Il prend l'air des ouvriers. Il leur prend l'air, le temps, la vie. Et quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et les acides, il lui refuse une bouteille de lait. Qu'est-ce que ça peut lui foutre, une bouteille de lait? Il n'est pas laitier, il est Citroën. Tous les grands textes de Prévert, je rapproche ça à ceux de Francis Lemarque. Donc, si vous voulez, je pense que nous avons eu le privilège, enfin en tout cas moi j'ai eu le privilège de rencontrer des gens qui étaient dans leur temps et qui chantaient et qui étaient engagés. L'engagement politique, c'était le réveil de la conscience. C'était ça son engagement politique. Il a trouvé chez des gens de gauche et chez les communistes, il a trouvé des gens qui lui ont ouvert sa conscience et qui lui ont ouvert sa culture. Donc il les a suivis. Il n'allait pas leur dire « laissez-moi tranquille ». Il a eu des affections politiques. Il a cru à des belles histoires et quand c'était le moment de plus trop y croire, il n'y a plus cru non plus. Tout en gardant quand même une nostalgie des choses qui auraient pu marcher dans ce qui n'a pas marché. Il a écrit avec
Coulon, ce que c'est Coulon, le chômage, c'est une chanson que je trouve terriblement pertinente pour l'instant. Les hommes de la ville ont vieilli cet été. Les muscles inutiles, c'est si lourd à porter. Ils partent le matin aux petites annonces où l'on se trouve sans quand il faut être deux. Ils reviennent le soir et leurs femmes renoncent à chercher la réponse écrite dans leurs yeux. C'est un auteur, c'est un compositeur, ça a été ensuite, enfin un peu toujours, mais un interprète. À une époque où on faisait la chanson à la main avec des vrais instrumentistes, avec enfin, voilà, il y a effectivement le côté j'ai des outils et je fabrique. Il y a des tout petits qui connaissent Francis parce qu'il a fait des chansons pour les enfants, type La Grenouille, Le Petit Cordonnier, tout ça, qui sont des chansons qui sont apprises un peu en école primaire, ce genre de choses. Donc c'est magnifique de voir qu'il y a une génération de petits qui est touchée par des textes poétiques. Un garçon part en vadrouille au bord d'un étang. Il attrape une grenouille qui dit en tremblant: laisse-moi m'en aller et je te promets de réaliser 3 de tes souhaits. Fais un vœu, mon bonhomme, car je peux, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme, te donner le bonheur. Fais un vœu, mon bonhomme, car je peux, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme, te donner le bonheur. Après, je pense que ceux qui ont un peu de culture concernant la musique française, époque Brassens, Mouloudji, Piaf, tout ça, ils ont en écho ce que Francis a fait. J'ai fait connaissance avec Francis Lemarque en allant à la bibliothèque, médiathèque de ma ville de province. Je consultais tous les disques, évidemment. Déjà très jeune, j'étais très friand de chansons françaises patrimoniales. Et il y avait, je me souviens très bien, un grand disque qui s'appelait Hit Parade du siècle. Et sur ce grand disque, il y avait Brassens, Vian, Édith Piaf, Dutheil et Lemarque chantant à Paris. C'est la première fois que j'ai entendu la voix de Lemarque dans une de ses œuvres. Et j'ai été conquis immédiatement parce que c'est tout à fait ce que j'aime. Une valse musette populaire, bien enjouée, une voix parfaite, un texte très beau. Enfin, là, j'ai compris qu'on avait affaire à un grand poète. Donc, je me suis très vite organisé pour trouver d'autres disques. Et évidemment, Le Petit Cordonnier, Marjolaine, tout ça. Et au point même, je vais vous dire que ma petite sœur s'appelle Marjolaine. Un inconnu sur sa guitare dans une rue pleine de brouillard chantait une chanson que répétaient 2 autres compagnons. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleurit. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Mais aujourd'hui je reviens près de toi. Il est dans cet esprit chanson française que mon père a toujours défendu et a toujours aimé. C'est un artiste, entre guillemets, Canetti, probablement pour cette raison, parce qu'il est auteur, compositeur, interprète. Mais il a démarré bien avant que mon père soit directeur du Théâtre des Trois Baudets, qu'il soit directeur des disques Philips. Ils se sont rencontrés dans les années 40, c'est-à-dire dans des années très difficiles quand on était juif. Tous les deux ont été mobilisés, tous les deux ont connu cette France de l'occupation, tous les deux ont fui en France libre. Mon père a monté avec Pierre Dac, Raymond Souplex, la première coopérative d'artistes. Et je pense que c'est à cette époque qu'il a comment dirais-je, rencontré ou revu Francis Lemarque. Je pense que ce sont les années troubles de la guerre et des lois anti-juives. Je suis revenu vivant et intact. J'ai rencontré beaucoup de gens intéressants d'un autre milieu que le mien. Et ça m'a permis de mûrir d'une autre façon, si bien qu'à la Libération, j'étais
presque prêt à affronter, à me battre dans ce monde qui était beaucoup plus facile. Il était dans un café avec viande, et puis dans l'arrière de la salle, il y avait Chaplin. Et comme quoi, voilà, les gens à cette époque, il n'y avait pas de système, se rencontraient tranquillement, simplement montaient des projets, bossaient ensemble. On se retrouvait sur des plateaux de radio ou d'émissions de télé, les toutes premières, je pense à La Joie de Vivre ou 36 Chandelles. Et on allait voir les copains aussi au théâtre. C'est comme ça que Francis Lemarque a connu Yves Montand. Si tu vois à l'horizon des mirages, c'est le moment de faire attention, car il y a de sacrés virages. Un jour, je suis entré dans un music-hall et il y avait un chanteur qui s'appelait Yves Montand, que j'avais jamais vu, et qui chantait. Et c'était la première fois que je voyais un chanteur s'exprimer de cette façon. Alors, j'ai été pris d'une envie, d'une jalousie, vraiment une très, très, très violente jalousie, parce qu'il faisait ce que j'avais envie de faire, mais je n'avais pas su le trouver. Puis même si j'avais trouvé, je n'aurais pas pu faire ce qu'il fait. Il a tellement de talent que après ma jalousie, j'ai eu une envie farouche de collaborer à son travail. Et c'est là, je me suis mis à écrire des chansons. Un jour, j'ai appelé Jacques Prévert, que je connaissais depuis bien avant la guerre, simplement pour qu'il écoute mes chansons. Je lui ai chanté mes chansons, et il m'a dit, moi je les aime bien, mais je ne voudrais pas me tromper, et on va téléphoner à un gars qui s'y connaît. Et il a appelé Yves Montand. Et voilà, pour moi, ça a été la rencontre miraculeuse. Il a dit à Montand, j'ai un copain qui écrit des chansons, tu devrais les écouter. Et Montand a dit qu'il vienne. Puis je suis arrivé chez Montand, et 2 heures après, nous étions, lui et moi, comme 2 frères, comme si nous avions vécu ensemble depuis toujours. Lemarque et Montand se sont vraiment très très bien trouvés. Évidemment, il a écrit pour d'autres artistes de son époque, mais Montand était déjà très en place et on savait qui il était. Pour Lemarque, il lui a permis de sauter quelques étapes. C'est Montand qui l'a, sans le vouloir, sans le savoir, tiré vers le haut. Il a eu une admiration folle pour Yves Montand, et une admiration de gamin. Il a écrit une chanson à la mort d'Yves Montand, parce que ça l'a beaucoup profondément marqué et attristé. Donc cette chanson-là, le jour où il l'a écrite, il ne l'a plus jamais enlevée de son répertoire. Quand Montand chante la chanson qui fronde se marie au refrain d'amour. Quand Montand chante, c'est pour tout un monde, du fond des campagnes au faubourg. Quand Montand chante. Francis Lemarque fait partie de ce qu'on appelle les ACI, les auteurs-compositeurs-interprètes. Tous ceux qui, entre 45 et 60, ont émergé. Les Brassens, Ferré, il y a eu Brel, il y a eu Bécaud, il y a eu Béard, il y a eu Nougaro, il y a eu Gainsbourg et il y a Lemarque, il ne faut pas l'oublier. Ils ont tous ce point commun, ce commun dénominateur d'avoir su écrire, d'avoir su composer et interpréter des chansons mais magnifiques, qui sont aujourd'hui le reflet d'une époque, certes, mais qui font partie de notre patrimoine. Le métier de directeur artistique, c'est un peu perdu, mais ce sont ces gens-là aussi qui ont fait émerger ces jeunes talents. Canetti en fait partie, bien sûr. C'est lui qui, chez Polydor Phillips, a fait confiance à des Brassens, Catherine Sauvage, Patachou et Lemarque, qui était justement, en 1949, dans l'écurie Jacques Canetti. Francis Lemarque est passé au Théâtre des Trois Baudets, qui était le petit théâtre que mon père avait créé, qui était sur le boulevard de Clichy, qui était un petit théâtre de 247 places, une sorte de bonbonnière dans lequel des tas d'artistes débutants faisaient des débuts difficiles dans la chanson. Je me souviens très très bien en tant que petite fille d'avoir entendu Francis Lemarque. Il y avait des chansons qui m'avaient bouleversée. Il y avait Le Petit Cordonnier. Un petit cordonnier qui voulait aller danser avait fabriqué de petits souliers. Une belle étantrée qui voulait les acheter, mais le cordonnier lui a déclaré: ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as-t-on dans la tête, tête? Crois-tu que mon cœur s'achète, achète avec une paire de souliers? Francis Lemarque
m'avait enthousiasmée en tant que petite fille, parce que j'avais toujours l'impression qu'il s'adressait à moi quand il chantait. C'est-à-dire, voilà, il avait une présence, il avait une belle présence en scène. Quand Jacques Canetti m'a proposé de chanter tout seul, moi je voulais pas. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire tout seul? Il y a tellement de chanteurs qui chantent bien. Alors je me raccrochais, heureusement, au fait que j'écrivais des chansons et que Montand en chantait. Mais ça ne me donnait pas suffisamment d'assurance. Et mes passages aux Trois Baudets, je peux vous le dire maintenant, moi je souffrais terriblement. J'avais le trac, j'avais peur, j'avais l'impression que ça marchait pas. Et Canetti, il n'était pas dur, mais il m'empêchait, si vous voulez, de peut-être me décourager complètement. Francis Lemarque ne voulait pas chanter. C'est Jacques Canetti qui a vraiment insisté, qui a dit si, tu dois chanter. Et à partir de 1949, à la fin de l'année seulement, il enregistre ses premiers 78 tours. Il lui a fallu du temps. Il ne se sentait pas interprète. Il se sentait vraiment auteur-compositeur. Il ne se sentait pas la capacité de faire ce qu'il avait vu Montand faire. Et puis finalement, il y est arrivé très bien. Quand vous dansiez, Mathilda, pour moi, comme un vent léger qui passe et ne revient jamais, en souriant m'avait quitté. J'ai retrouvé ce soir le chemin des espoirs envolés. Quand vous dansiez, Mathilda, pour moi. Où êtes-vous, Mathilda? Où êtes-vous, Mathilda? Où valsez-vous, Mathilda, sans moi? Tourbillon parfumé, en valsant vous étiez si jolie. Où êtes-vous, Mathilda, sans moi? Il a été très inspiré dans son écriture. Il y a plein de thèmes, de sujets différents qui apparaissent au fil de son parcours. De 1949 à 68, il y a plus d'une centaine de chansons, mais c'est d'une richesse, c'est d'un éclectisme absolument incroyable. On sait dans quelles circonstances il a écrit certaines d'entre elles. Quand un soldat, c'était par rapport évidemment à l'histoire. Quand il a commencé à écrire pour Montand, il a écrit une chanson qui s'appelait Quand un soldat, que Montand a défendue envers et contre tout, qui a été interdit d'antenne pendant très longtemps et qui a été sauvé par Yves Montand. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas qu'à danser. Tous les gens de ma génération ont été bercés par des auteurs, compositeurs, interprètes qui chantaient la paix. On sortait de la guerre et on avait envie de paix. Et la France se reconstruisait sur des idées de fraternité, sur des idées de bienveillance. Le Déserteur a existé en 54, en 53, 54, finalement au même moment que ce soldat que chante Yves Montand. Et donc je pense que c'est propre à une génération qui sort de la guerre et d'une France qui se reconstruit. Il disait qu'il construisait sa vie à coups de refrain plutôt qu'à coups de poing. C'était quelqu'un qui militait à travers les mots. Sa première bataille, c'était la bataille du bonheur, en fait. C'était quelqu'un qui aimait être heureux, qui cultivait le bonheur. Et c'était ça, son militantisme, il était là. Mais c'est vrai qu'à travers quelques chansons, il a été très militant, quand même. Quand un soldat s'en va en guérilla, des tas de chansons et des pleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Il travaillait à l'époque avec les artistes en direct. S'il voulait écrire une chanson pour Piaf, ce qu'il a fait avec Johnny, tu n'es pas un ange, il était en direct avec l'artiste. Il n'avait pas besoin de passer par le manager, le producteur, le directeur artistique. Et c'était une autre façon de travailler. Ma véritable vocation, c'est d'écrire. Et si je me suis mis à chanter, c'est que j'avais envie. Mais enfin, si je pouvais retrouver l'époque où les grandes vedettes chantaient mes chansons, et moi, je la bouclais, et je les regardais et j'écoutais, je préférerais. Une chanson de Francis Lemarque, « Toi, tu ne ressembles à personne ».
Les rues dans la nuit se ressentent un peu, et le ciel aussi, qu'il soit gris ou bleu. Les jours de la vie sont bien monotones. Oui, mais toi, tu ne ressembles à personne. Il s'en est allé le temps du muguet, comme un vieil ami fatigué, pour toute une année, pour se faire oublier. En partant, il nous a laissé un peu de son printemps, un peu de ses 20 ans, pour s'aimer longtemps. Rue de la Peu, c'est des charmants. Rue de la Peu, mais plus prudent. Rue de la Peu, pour les enfants. Que les emmener ce soir-là au ciné. Plutôt que d'aller les faire assassiner. Passez la monnaie, et ça tournait. Et plus ça tournait, plus ça coûtait. Qu'est-ce que ça coûtait, quelques tickets. Mais on les payait presque jamais. Ceux qui ne sortaient pas de Polytechnique, pour la politesse, avaient leur technique. Avec les gonzesses, c'était à coup de trick qu'ils discutaient politique. Comme ça, rue de la Peu, on rencontrait une frappe qui revenait. Rue de la Peu, pour respirer un peu d'air frais de son bon vieux quartier. Une rose rouge s'est donnée, et le blanc corsage, sage a frissonné, près d'un garçon qui, ce beau soir d'été, osa le premier sourire à sa beauté. Sous la lune blanche, un baiser, le temps d'une danse fut osé. On lisait dans les yeux des autres gars le regret de ne pas être celui-là. C'est l'été, et dans le ciel en fait, la nuit a fait briller ses feux follets. Paris, même s'il a pris du ventre, a gardé sa jeunesse, il en a à revendre. Paris se retrouve partout, et les gens de partout se retrouvent à Paris. Et Paris, qui adore les chansons, fait chanter tous ses accordéons. Il la tua 1 heure plus tard, et ça lui donna le cafard. Mais trop tard. Il pleurait. Tu m'as fait souffrir. Dans mes bras, tu pourras plus revenir. Te blottir. Mais sa montre marquait 10 heures. Il se dit, je dois reprendre mon labeur de malheur. L'oiseau des jours, c'est moi. L'oiseau de nuit, c'est toi. Moi je joue avec le soleil dès le matin dans les ruelles. J'aime les gens, j'aime le bruit, l'agitation du temps qui fuit. Quand je rentre à la fin du jour, tu es parti, bonsoir, bonjour. À quoi ça sert d'avoir un homme que je ne vois jamais en somme? Une belle est entrée qui voulait les acheter, les cordonniers. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Je t'écoute là. Ils font pas son sang, qu'ils vous goûtent à soupe, mais ils font pas. T'en sers avec moi. Allons-y, là. Petit cordonnier, t'es bête, bête. Tape dans la main la tête, tête. Toi, tu que la mousse achète, chète, avec une paire de souliers. Paris Populi, c'était en 1974. C'est un disque que Francis Lemarque a fait avec Georges Coulonge. Il y a Michel Legrand, il y a plein d'artistes qui chantent dans ce disque. Et ils chantent l'histoire de Paris, mais l'histoire du Paris populaire, de la Commune jusqu'à aujourd'hui. Et ce disque est une pure merveille. Et moi, j'ai gardé de ce disque une... Alors, j'ai plus ce disque. J'ai déménagé, je ne sais pas ce qui s'est passé, pof, j'ai plus ce disque. Bon. Et ça me manque. Parce que pour moi, Francis Lemarque, c'est Paris Populi. C'est Paris Populi. Enfin, bien sûr, c'est toutes ces grandes chansons, mais c'est aussi cette œuvre qui est tombée totalement dans l'oubli
qui est une œuvre magistrale sur Paris et que la ville de Paris devrait reprendre. C'est-à-dire, c'est un patrimoine toujours vivant. C'est-à-dire, c'est l'histoire de Paris en chanson, écrite et mise en musique par Francis Lebar. Ce sont les cris alléchants des tout petits marchands, des artisans qui chantent avec une voix ample dans le faubourg du Temple. Ça sent la poudre et le bois, le fusil sous les doigts, la nation et la poix, la République idoine au faubourg Saint-Antoine. Sur on n'est pas belliqueux, mais... Il a écrit ce qu'il a vécu. Il a trouvé la poésie. Et ça, ce qui est dingue, c'est que quand j'y pense maintenant, je pense pas que ça lui ait demandé tant de boulot que ça, quoi. C'est la vie. Tous les matins, mon père, parce qu'il dormait jusqu'à 5-6 heures, il se réveillait, il allait à son piano et il faisait de la musique, et il créait des chansons, il cherchait des mélodies, les mots, il écrivait. Mais c'est pas quelqu'un qui allait s'enfermer en disant « surtout, ne me dérangez pas, je suis en train de travailler, l'inspiration vient ». Pas du tout. L'inspiration, elle venait à des moments où, quelquefois, on s'y attend pas beaucoup. Il était musicalement autodidacte, parce qu'il a appris tout seul avec une guitare dont il jouait un petit peu comme ça, et il avait pris des cours d'harmonie. Et quand on écoute les chansons de Francis, harmoniquement, c'est très très bien fait. C'est-à-dire que, ou à force il s'est donné les outils, il s'est donné les armes pour rendre les choses harmonieuses, mais dans le sens le moins cucu du terme. Hein. Pour le musicien que je suis, c'est toujours été... J'ai dit, où est-ce qu'il allait puiser ce genre de choses-là, voilà. Le temps passait comme il venait. Très joli texte. On le prenait quand on pouvait. Jolie musique. On en faisait ce qu'on pouvait en faire. Quel chanteur. Dans notre vie de chaque jour. Et quel pianiste. L'argent, la gloire et puis l'amour. Quelle chanson, quoi, en un mot. Se disputer chacun leur tour. Nos rêves. On se battait comme on pouvait autour d'un café qui fumait. On faisait et l'on défaisait le monde. Ce monde qui nous échappait, ce monde qui appartenait à ceux que nous on appelait les autres. Francis avait une grande admiration pour Michel Legrand. Et Michel Legrand avait une grande admiration pour Francis. Il l'appelait d'ailleurs son père de substitution. Nous avons été très amis pendant des années. Et je ne sais pas pourquoi, petit à petit, on s'est éloignés. Oui, je sais pourquoi. Michel avait une vie trépidante qui ne convenait pas tellement à Francis. Rosie la marmotte, au fond d'une grotte, s'est endormie pour 3 mois. Quand le blanc cortège, de vent et de neige, a tout recouvert déjà. Pour lui, la montagne a beaucoup compté. Moi, j'avais envie d'une maison au bord de la mer. Et un jour, il m'a dit, écoute, je vais t'emmener dans un endroit que j'aimerais bien te montrer. Et il m'a emmené à la Foudalos, qui était la montagne la plus haute que j'avais jamais vue. J'ai pensé que je ne m'y ferais jamais. Et pourtant, nous y avons vécu des années très heureuses. Ça m'embêterait de quitter la Fou et je ne pense pas qu'un jour je sois obligé de le faire. Je me suis bâti une maison. Bâtir une maison de 10 étages pour y loger 100 ménages qui vivraient toujours heureux. Seul un homme peut faire ça. Jeter de grands ponts sur les rivages pour ouvrir de beaux passages sur le monde merveilleux. Seul un homme peut faire ça. Avec l'eau de toutes les rivières, faire jaillir la lumière pour illuminer la terre. Seul un homme peut faire ça. Avec son âme,
son cœur avec ce qu'il a de meilleur. Seul un homme peut faire ça. Mais le premier geste qui console l'enfant nu qui se désole en arrivant dans la vie, seule une femme peut faire ça. Pouvoir oublier jusqu'à soi-même pour protéger ceux qu'elle aime, veiller sur eux jour et nuit. Seule une femme peut faire ça. Se lever de son lit la première, faire un nid plein de lumière d'une chambre sous les toits. Seule Nous avons vécu une vie tellement proche l'un de l'autre que je pense que oui, j'ai dû lui inspirer certaines choses de ses chansons. J'aime bien une chanson qui a été faite pour ma mère. Et je trouve ça merveilleux qu'un homme ait pu écrire ça pour une femme. C'est « Toi, tu ne ressembles à personne ». C'est la plus belle déclaration d'amour qu'un homme puisse faire à la femme qu'il aime. Les rues dans la nuit se ressemblent un peu, et le ciel aussi, qu'il soit gris ou bleu. Certains jours de la vie sont bien monotones. Oui, mais toi, tu ne ressembles à personne. Si tu crois que c'est l'amour qui me fait de voir autrement que tu n'es, tant pis si j'ai tort, j'ai mes rêves d'or. Car pour moi, tu ne ressembles à personne. Sais-tu que le vrai bonheur se prend comme ça, comme on cueille une fleur ici ou là? Si d'être avec toi, ça me suffit à moi. Et si toute ma vie, je n'ai qu'une seule envie, c'est de te voir comme ça et t'aimer pour ça. Car vois-tu, tu ne ressembles à personne. Laisse-toi faire, crois-moi, un amour comme ça, aucun autre ne lui ressemblera. Nous avons vécu, après mon mariage, 4 ans sans enfants. Et ce sont 4 années extraordinaires parce que on a voyagé. Mon copain de Pékin est passé sur mon chemin dans une rue pleine de poussière, tout au bout de la terre. Il ne m'a rien dit, simplement il m'a souri et l'on est devenu copains dans les rues de Pékin. Il était vêtu d'un costume en toile bleue qu'il promenait dans la rue d'un air bien heureux. Mon copain de Pékin, il n'en saura jamais rien en suivant son pas tranquille. J'ai connu sa ville. On a fait absolument tout ce qu'on voulait. On a vécu à notre idée. Et ça a été vraiment 4 années extraordinaires. Je crois que c'est ces années-là que j'aimerais me rappeler. Toujours. On ne pense jamais qu'on va avoir des enfants, des petits-enfants, tout ça. Mais tout s'est passé dans une telle harmonie que j'en garde un souvenir extraordinaire. Ça a toujours été le grand-père bienveillant qui faisait attention à la famille, qui s'occupait du bien-être de chacun, qui se préoccupait du bien-être de chacun, tout en étant toujours gai, toujours en train de siffler. Et c'est ça dont je me suis surtout rappelé de mon grand-père. Il avait extrêmement bien su faire une belle famille, la préserver. Mon père était quelqu'un de simple, d'accessible par tout le monde. Vous étiez machiniste, vous pouviez aller le voir, lui parler. Il vous aurait pas dit écoutez, laissez-moi tranquille, je me concentre. Pas du tout. Pour moi, sa plus grande qualité, c'était l'humanité. Voilà, c'était quelqu'un qui adorait les gens. D'ailleurs, ça s'entend dans ses chansons. C'était quelqu'un qui avait du temps pour les autres. Par exemple, il préférait, quand il voulait voir un ami, plutôt que de lui téléphoner, il lui écrivait une lettre. Il avait un très très bon ami qu'il adorait, comme son fils. C'était Romain Didier, le chanteur Romain Didier. Peut-être que Francis voyait en Romain un fils spirituel musical, probablement. Regarde la caméra, je vous présente, vous le connaissez certainement, Romain Didier, un auteur, un compositeur, un musicien. Les amis qu'il avait avaient le même caractère que lui, cette espèce de générosité, d'altruisme, de sincérité.
Voilà, c'était ça ce qu'il aimait chez ses amis. Et tous les amis que j'ai connus autour de lui avaient ce trait de caractère. Romain Didier, c'est un homme d'une générosité merveilleuse. Il y a quelque chose dans le regard, il y a quelque chose dans le contact qui se passe tout de suite, simplement, quoi. Quand c'est pas voulu, quand c'est pas forcé, quand ça vient naturellement, quand ça transcende un peu, ben voilà, chez lui, ça transcendait. Voilà. Et du premier jour où je l'ai connu jusqu'au dernier jour où je l'ai vu, j'ai toujours été un peu frappé par le fait que c'était, comme disait Jacques de Marny, qui était à l'époque le président de la SACEM, qui disait un hommage qu'il rendait à Francis, il disait c'est celui dont tout le monde aurait aimé faire son ami. Francis Lemarque était quelqu'un qui avait la responsabilité de l'autre. Voilà. Je pense qu'il voulait plus que le bonheur de l'autre. Il portait en lui la responsabilité de l'autre. Pour moi, c'est ça, Lemarque. La rue fait la fête avec presque rien. Des fleurs aux fenêtres, des bouts de refrain. La rue fait la fête. Quand on se parlait, j'avais plus conscience de ma jeunesse à travers lui que moi de ma propre jeunesse. C'est-à-dire que je me voyais jeune alors qu'il avait 60 ans de plus que moi, quoi. Donc il y a vraiment eu un tour de passe-passe comme ça qui reste à vie, quoi. Il a une phrase d'ailleurs, c'est « Jeunesse est éternelle tant que le cœur n'oublie pas ». La retraite, alors ça, il l'a jamais prise, il n'a jamais eu envie de la prendre. Il a continué à travailler jusqu'à 81 ans. Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. En fait, ce que j'adorais aussi, c'est aller l'écouter sur scène. Parce que là, j'ai pu entendre la musique en direct. Et sa musique était toute simple. Comme lui, il était tout simple comme homme. Et c'est cette humanité bienveillante qui ressortait et qui, moi, me faisait vibrer, me faisait un bien fou. C'est presque toujours quand revient l'été. Voir dans la salle donc, des personnes qui n'avaient pas le même âge que moi, qui avaient le sourire comme ça, qui étaient heureux, qui étaient... parce que voilà, on leur dansait, on leur chantait, on leur poétisait leur vie. Ils donnaient quoi. Il était tout le temps en train de commencer une chanson. Il a travaillé d'ailleurs jusqu'au bout. Il était dans sa pièce, à son piano, et il composait. Bien qu'il savait que ça ne verrait jamais le jour. J'avais des discussions avec lui sur la fin où on savait qu'il était atteint d'une maladie. On allait marcher sur les bords de Marne et on parlait de tout et on parlait de la mort. Et lui, il me disait qu'il avait très bien vécu, qu'il était... qu'il avait fait tout ce qu'il voulait. Avant de mourir, il nous a dit... il a dit, moi, j'ai vécu une vie pleine de bonheur. J'ai eu une belle vie. Je peux partir heureux. Je pense tout le temps à lui. Tous les jours. C'est drôle parce que ça fait des années qu'il est mort, mais... tous les jours. Quelquefois, quand je fais des choses, je me dis j'espère qu'il voit que je fais ça. Ou alors, quand j'ai des choix à faire, je me dis qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qu'il me dirait, qu'est-ce qu'il me conseillerait, parce qu'il me conseillait beaucoup. J'ai eu une vie magnifique. Parce que, avec l'homme que j'ai épousé, c'était difficile autrement. Il était... comment dire? Il avait le goût du bonheur. C'est une expression qu'on a beaucoup employée, mais qui est vraie pour Francis. Il savait profiter de chaque instant de la vie. L'image que j'ai de Francis, à chaque fois, c'est l'image de quelqu'un qui a traversé une partie du siècle avec une marguerite entre les dents. Et le côté je profite de ce qui m'entoure, je suis attentif à ça,
Mais je passe, voilà, j'avance, quoi. J'avance. Il m'a donné une foi. Une foi, quoi. Une foi qui réside dans la vie, et puis dans ce truc éternel qu'est la musique. Même de son vivant, je me disais, j'aimerais bien imaginer de faire mon métier comme il le fait lui, et d'arriver à être comme il est vers la fin de sa carrière, d'être resté ça avec le même enthousiasme, la même politesse, le même respect. Tel cœur comme une valse à 3 temps qui battrait la mesure sans les compter vraiment. Tel cœur comme une chanson des cours qui gueule ou qui murmure mais qui parle d'amour. C'est peut-être d'avoir chanté Paris qui fait que t'as les bras comme les bras de la Seine. Et si je me sens sur l'île Saint-Louis comme si j'étais chez toi, c'est grâce à tes rengaines. Avec toi Paris a de la voix, y a pas un bal musette où elle ne chante pas. Avec toi les accordéons ont tous une fossette au milieu du menton. Si t'as chanté plus les faubourgs que les rues de Passy ou celles de l'opéra, c'est qu'on y parle mieux d'amour et que le cœur de Paris n'est pas là où l'on croit. Chante-moi, Mathilda, fais-la valser pour moi. Chacun ses peines, ses blessures anciennes, à chacun sa Marjolaine. Chante-moi, Mathilda, fais-la valser pour moi. Je vois des étoiles, l'Orphéon qui s'installe, chacun son bal, petit bal. Tu vis entre les bords de Marne, les berges de la Seine et le delta du Nil, entre deux notes de la gamme, de projecteurs de scène, deux arbres immobiles. Et si partout dans chaque ville t'as des milliers d'intimes, c'est peut-être que t'es chanteur, et puis que les enfants de l'exil vous plantent leurs racines en plein milieu du cœur. Chante-moi, Mathilda, fais-la valser pour moi. Chacun ses peines, ses blessures anciennes, à chacun sa Marjolaine. Chante-moi, Mathilda, fais-la valser pour moi. Je vois des étoiles, l'Orphéon qui s'installe, chacun son bal, petit bal.